Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Vous avez aimé le match des GAFA contre les régulateurs européens ou américains? Vous allez adorer celui des BATX contre Pékin. La Chine veut-elle mettre au pas ces géants de la high-tech? Réponse à suivre et c'est le débat de la semaine. Quelques hologrammes de finesse dans un monde de brut. Les technologies immersives vont vous surprendre. Démo en plateau avec la start-up Clone et interview avec l'entrepreneuse française qui monte dans le secteur, Soraya Jabert. Mais d'abord, les années 2020 seront celles des drones taxis ou ne seront pas. Pour consacrer l'avènement de ces nouvelles mobilités volantes, les villes planchent sur des systèmes d'aéroports dédiés. Au Royaume-Uni, Coventry pourrait bientôt accueillir le premier modèle du genre. Explication tout de suite avec Antoine Fenot. Une large soucoupe métallique. Voilà à quoi pourraient ressembler les futures bases d'atterrissage pour drones. Un aéroport 100% urbain, fruit du travail d'une société britannique, Urban Airport. Et le projet a séduit les autorités d'outre-Manche. Le gouvernement a ainsi versé un peu plus d'1 million d'euros pour développer un prototype de cet aéroport pour drones dans la banlieue de Coventry. Nous avons les aéroports pour les avions, les gares pour les trains ou les routes pour les voitures. Cette nouvelle forme de mobilité urbaine aérienne nécessitera des infrastructures dédiées. Les passagers devront interagir avec, ils devront réserver leur vol, aller dans un salon d'attente pour voyageurs. Cet aéroport urbain veut répondre au possible développement du transport de biens et de personnes par drone. Des appareils comme celui-ci, de petite taille et électriques, capables de transporter de 2 à 4 personnes. Des drones taxis dont la commercialisation est prévue pour 2028 et dont une présentation pourrait intervenir lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Si techniquement le projet est réalisable, il se heurte en revanche à une législation aéronautique stricte et à un trafic aérien très dense. Conséquence, il faudra créer des couloirs aériens dédiés pour encadrer ces appareils sans pilote. La législation est un peu, on peut le dire, esclave de l'inventeur. Mais l'inverse est aussi vrai. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que des corridors pour le trafic aérien sans pilote se construisent en ce moment même, depuis Reading, et dans un rayon de 15 km alentour. Donc ces autoroutes du ciel contrôlées, régulées et certifiées se construisent à l'heure actuelle. Le déploiement d'un embryon de réseau d'aéroports urbains devrait coûter plus de 3 millions d'euros. Le premier bâtiment, lui, devrait sortir de terre en novembre prochain. 90 jours de silence radio et un retour de 48 secondes en vidéo. Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, a refait surface le 20 janvier dernier. C'était lors d'un forum d'enseignants en ligne. Pas un mot, cependant, sur la suspension de l'entrée en bourse d'Ant, la branche financière de son empire, ni sur les suspicions de nationalisation de la part de Pékin. Une réapparition plus inquiétante que sa disparition initiale. C'est la question qu'on se pose avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors ce retour de Jack Ma vous a finalement inspiré une fable tech et politique, celle du commerçant et du mandarin. Oui, il faut voir dans ces images, Marjorie, un grand écart par rapport au Jack Ma que l'on connaissait, que l'on a connu, guitare électrique à la main, il a donné la réplique à Elon Musk sur l'avenir de l'intelligence artificielle, ou encore être qualifié de grand leader par Bill Gates lors d'un forum à Davos. Là, ce n'est plus le Jack Ma global, mais c'est un Jack Ma qui est en Chine, et ce qu'on lui reproche, en fait, ce sont beaucoup d'analystes qui expliquent cela, eh bien, c'est une sortie qu'il a effectuée le 24 octobre 2020, où il expliquait, eh bien, tout simplement qu'on ne peut pas réglementer le futur avec les méthodes du passé. Nous devons réformer le système actuel. Bref, une critique du pouvoir de Pékin. Et effectivement, lorsque le commerçant critique le mandarin, eh bien, il est ensuite puni. Ouais, ça veut dire quoi que cet exemple, Jack Ma, ça nous montre que la Chine a envie de réguler sa high-tech. Oui, mais une régulation à marche forcée. Oui, alors il faut s'intéresser au pouvoir grandissant de l'Administration for Market Regulation. En fait, c'est l'antitrust chinois qui, d'après une note de Morgan Stanley, pourrait s'intéresser à l'avenir à plusieurs entreprises comme Pinduoduo, Meituan, JD.com ou encore Tencent. On va regarder de très près les relations qu'ils ont avec leurs fournisseurs, leur politique d'acquisition. Bref, on risque d'avoir un antitrust chinois plus sévère encore
que son équivalent américain. Je vous prends au mot. Est-ce que ça veut dire que la Chine est en train d'inventer l'antitrust du futur? Eh bien, ce que disent beaucoup d'analystes, comme Jean-Dominique Séval, par exemple, de Soon Consulting, eh bien, c'est que le pouvoir de ces entreprises va aller grandissant dans plusieurs domaines, la finance, l'éducation ou encore la santé. Il faut savoir que si 900 millions de Chinois ont déjà un téléphone portable, encore 400 millions n'en ont pas, donc c'est un marché encore à conquérir. Et puis surtout, ces entreprises vont pouvoir puiser dans une main-d'œuvre de mieux en mieux formée, avec des universités qui sont de mieux en mieux classées, comme la Tsinghua University. Il faut savoir, Marjorie, qu'en 2023, eh bien, la Chine comptera 200 millions de diplômés d'enseignement supérieur, 2 tiers dans les sciences et les technologies. 200 millions, c'est l'équivalent de la main-d'œuvre américaine. Merci beaucoup, Guillaume. 2023, ça tombe bien parce que c'est aussi un cap dans la séquence qu'on ouvre tout de suite. Une page réalité étendue. Ce n'est pas un euphémisme, c'est le nouveau terme en vogue pour décrire les technologies mi-virtuelles, mi-augmentées, jeux vidéo, marketing expérientiel, visite immobilière, formation à distance. C'est un marché qui rebondit après des up and down en 2020. Il pourrait dépasser les 200 milliards d'euros d'ici justement 2023. Alors pour en savoir plus, on rejoint une des entrepreneuses qui monte dans le secteur. À 25 ans, elle dirige le studio Minsar et elle s'est donné une mission, démocratiser les créations immersives. Bonjour Soraya Jaber. Bonjour Marjorie. Bonjour à tous. Alors la création de réalité mixte, augmentée ou encore de réalité virtuelle sans code, c'est ce que vous prenez, mais ça veut dire quoi exactement le no-code en la matière ? Alors, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore forcément, justement. Aujourd'hui, on connaît surtout réalité augmentée, réalité virtuelle par la complexité de création d'expériences de ce genre. Et nous, ce qu'on souhaite faire chez Minsar, Minsar Studio, justement, c'est une plateforme qui permet de créer facilement du contenu pour les créatifs. En fait, c'est vraiment donner la possibilité aux agences de création, aux créatifs en général, de pouvoir s'approprier ces technologies qui sont aujourd'hui en fait principalement accessibles aux développeurs et de pouvoir massifier justement la création de contenu, le type de contenu créé, voilà, à destination de ces appareils. Et vous avez 5 ans de recul et de pratique surtout en matière de réalité étendue. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut définir un type de réalité pour un usage en particulier ? Oui, alors j'ai l'impression qu'on perd souvent un petit peu les gens avec ces différents thèmes, réalité augmentée, réalité mixte, réalité virtuelle, réalité étendue. Nous, chez Minsar, on parle vraiment de réalité augmentée pour tout ce qui est donc smartphone, tablette et paire de lunettes de réalité augmentée, et réalité virtuelle, qui est le fait d'être donc en immersion dans un environnement complètement virtuel. Et justement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer en fait ces technologies pour des usages en particulier. En fait, on va vraiment partir de l'expérience de l'usage avant de réfléchir à la technologie utilisée derrière. Et c'est justement en permettant d'avoir une plateforme accessible sans ligne de code, de pouvoir diversifier le contenu créé et permettre une meilleure adoption in fine de ces technologies. Oui, et ces dernières saisons, vous avez été accompagné par Magic Leap, par HoloLens, par Oculus. Alors, le futur de ces réalités, est-ce qu'il passe aussi par plus de clarté entre les constructeurs et les plateformes ? Alors, oui, bien sûr, il va passer par plus de clarté, mais il va surtout passer par plus de tests, d'initiatives, plus de compréhension aussi des attentes du marché. Nous, ça fait 5 ans qu'on est déjà dans cette industrie, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, aussi bien au niveau constructeur d'appareils que de création des logiciels dessus, de standardisation, aussi des systèmes d'exploitation. Et on va avoir encore, d'ici 5 à 10 ans, en fait, une meilleure stabilisation de ces écosystèmes et permettre une standardisation des formats, des contenus. Et voilà, et travailler justement de façon étroite avec les constructeurs permet de mieux comprendre les enjeux matériels et vision à long terme. Une création qu'on suivra bien sûr avec vous. Merci infiniment, Soraya Jaber. Et tout de suite, c'est TAS 24. Et
Et vous le voyez, lumière tamisée en plateau, ambiance DJ, puisque Guillaume, vous avez décidé d'ambiancer le plateau de Tech 24 avec un DJ, oui, mais en hologramme. Oui, en fait, d'avoir un tout petit peu de techno mélodique sur le plateau grâce à un DJ qui s'appelle Joachim Pastor. Et on a l'impression véritablement qu'il est à côté de nous. On peut l'écouter, on a l'impression de le voir, voir ces images qui flottent dans l'air. L'idée, en fait, elle revient à Olivier Meunier, un passionné qui a créé à Paris Clone. Et cette start-up veut répliquer un vieux rêve, un rêve que l'on doit entre autres au scientifique anglais John Henry Pepper, qui dès 1862 avait utilisé lui une petite pièce cachée pour créer cette illusion d'optique. Ça a été utilisé aussi par les parcs Disney en Californie. Ici, on va s'appuyer ni plus ni moins sur une projection, sur une toile, un mesh en fait que je déploie ici. Il fait 2,80 m sur 2,80 m. On peut le mettre par exemple sur 2 rebords de fenêtres ou encore sur 2 arbres si on a la chance d'avoir un jardin à la maison. Ce qui est assez appréciable en temps de confinement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une autre innovation, c'est un live stream holographique. Ici, on a un enregistrement pour les besoins du plateau, Marjorie, mais on peut avoir droit à des concerts. C'est d'ailleurs ce qui va arriver en février à Lyon au Terminal. Il y a d'autres technologies d'illusion d'optique intéressantes. Il y a notamment la start-up marseillaise K-Blade 3D qui, elle, va utiliser des LED disposés sur des hélices qu'on va faire tourner très vite. Et là, on va également avoir l'impression d'avoir des vidéos devant soi. Là, on bosse en hologramme pour 29 € avec Clone côté DJ et évidemment cette technologie holographique qui aide l'industrie du spectacle. Vous savez que dans le cirque, par exemple, les animaux sauvages vont bientôt être interdits. Le cirque Bouglione a donc choisi de les remplacer là aussi par des technologies holographiques. Un éco-cirque, c'est le nouveau nom de cette matière, conçu avec le studio Adrénaline. C'est la start-up française qui était déjà derrière l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle de 2017 ou Jean-Louis Aubert pour ses concerts. Ça nous donne évidemment des idées. On espère que ça vous en donne aussi. Et on se quitte pour mieux se retrouver dans quelques jours sur le plateau de Tech 24.